Imaginons un instant un manager brillant, le genre de personne au sommet de sa carrière. Ouais, le profil parfait sur le papier. C'est ça. Quelqu'un qui a suivi genre toutes les formations possibles sur le leadership, il maîtrise les techniques d'écoute active sur le bout des doigts, il hoche la tête exactement au bon moment pendant les réunions, il sourit quand il le faut. Le communicant ultime. En théorie, oui. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, son équipe l'évite. Derrière son dos, absolument personne ne lui fait réellement confiance. C'est le paradoxe classique. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette nouvelle étape de notre discussion. Parce qu'après avoir passé tout ce temps à décortiquer la maîtrise de soi, la discipline personnelle et toutes ces victoires intérieures qu'on remporte d'abord seul, on arrive enfin au moment de vérité. Le fameux grand saut vers l'autre. Voilà. Le passage de l'indépendance pure et dure à la complexité de l'interdépendance. Pour visualiser ce basculement, j'ai une image qui me vient naturellement en tête. Vas-y, je t'écoute. C'est un peu comme si on avait passé des mois, voire des années à apprendre à jouer d'un instrument seul, enfermé dans sa chambre. Ouais. On a répété inlassablement. On est devenu virtuose, on maîtrise chaque gamme. Et là, soudainement, la porte s'ouvre. Il faut s'asseoir au beau milieu d'un orchestre symphonique et jouer en parfaite harmonie avec 60 autres musiciens. C'est un exercice radicalement différent, non ? Ah mais complètement. Et ce passage de la chambre isolée à la fosse d'orchestre, ça exige une redéfinition totale de nos repères. C'est clair. Parce qu'il est impossible d'espérer produire la moindre harmonie avec les autres si on ne maîtrise pas d'abord son propre instrument. Ça, c'est la base. Donc le travail qu'on a fait avant n'est pas perdu ? Surtout pas. Mais le problème, c'est que notre société moderne a vraiment tendance à brouiller les pistes. Elle glorifie l'indépendance comme étant le but ultime. L'apogée absolue du développement humain. Ouais, on entend toujours des trucs du genre il faut briser ses chaînes, ne dépendre de personne, tracer sa propre route. Exactement. Et cette vision suggère que le sommet de la maturité, ce serait de s'isoler sur une montagne totalement intouchable. Or, la réalité fondamentale de la nature humaine, c'est qu'elle est profondément interdépendante. On n'est pas fait pour être des loups solitaires. Bah non, l'indépendance, c'est juste une étape de transition. Elle est indispensable pour ne pas être un fardeau pour les autres, bien sûr, mais biologiquement et socialement, on est câblé pour accomplir des choses infiniment plus grandioses ensemble que séparément. Une symphonie, ça ne se joue pas en solo, aussi talentueux soit le musicien. D'accord, mais du coup, si l'indépendance n'est pas la ligne d'arrivée, la question qui se pose pour ceux qui nous écoutent, c'est comment on fait concrètement pour interagir sans retomber dans une forme de dépendance un peu toxique. Où on attendrait tout des autres, c'est ça ? Oui, voilà. Et c'est là qu'on observe un phénomène fascinant, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou même dans les familles. On voit plein de managers ou des parents qui cherchent désespérément la technique miracle. Le petit hack psychologique. C'est ça, gain. La petite astuce de psychologie inversée pour faire obéir un enfant ou la tactique de négociation implacable pour dominer un partenaire commercial. Et franchement, on nous vend constamment ces formations miracles sur la communication. Ah, le marché de l'influence verbale est énorme. Mais est-ce que tout ça repose sur du vent ? En lisant cette partie de notre exploration, j'avais envie de comparer ça au fait de monter des pneus de course hors de prix sur une voiture dont le moteur est en train de lâcher. C'est une excellente métaphore. Bah oui, ça donne l'illusion de la vitesse sur la ligne de départ, la carrosserie brille à fond, mais au premier virage un peu serré, le crash est inévitable parce que la mécanique interne ne suit tout simplement pas. Et cette analogie mécanique, elle illustre parfaitement le problème de fond. Ces outils de communication dont tu parles, ils ne sont pas inutiles dans l'absolu. D'accord ? Mais ils soulèvent un énorme enjeu d'intention. Si quelqu'un tente de naviguer dans des relations interdépendantes en utilisant uniquement son esprit d'indépendance, C'est-à-dire en cherchant uniquement à manipuler l'autre pour arriver à ses propres fins exclusives. Dans ce cas-là, on utilise le mauvais outil pour la mauvaise réalité. Il y a une image fantastique pour ça. C'est l'équivalent d'essayer de jouer au tennis avec un club de golf. Attends, un club de golf sur un court de tennis. Exactement. Pense à la nature du golf. Le club est conçu pour frapper une balle immobile posée bien sagement au sol, dans un environnement que le joueur contrôle totalement. C'est le paradigme de l'indépendance en fait. Moi, ma balle, mon objectif. Tout à fait. Le tennis, en revanche, ça implique une balle en mouvement. Elle est renvoyée par une autre personne, avec une force et un angle souvent imprévisibles. Il faut s'adapter en permanence. Voilà. Il faut co-créer l'échange. Donc, appliquer des techniques de communication hyper superficielles sans avoir une base d'intégrité et de respect mutuel à l'intérieur de soi, c'est littéralement brandir un club de golf face à un service à 200 km/h. Ça ne va pas bien se passer. C'est le mur assuré.
Si l'interlocuteur perçoit la moindre duplicité, s'il devine que notre fameuse écoute active n'est qu'une posture pour l'amener dans un piège argumentatif, la relation est brisée instantanément. La confiance ne supporte pas la contrefaçon. C'est joliment dit, mais c'est exactement ça. Mais du coup, si l'intégrité est vraiment cette fondation indispensable, la confiance, elle, c'est un peu la monnaie d'échange de nos interactions. Et je trouve ça fascinant de visualiser nos relations comme une sorte d'économie souterraine. Oui, le concept central ici, C'est ça. Ça nous amène à une idée d'une clarté redoutable qu'on trouve dans le texte, le compte affectif. le fameux compte affectif, oui. Toute relation fonctionne littéralement comme un compte en banque, mais au lieu d'y déposer des euros, on y dépose de la confiance. Et chaque interaction est une transaction. Exactement. Soit on accumule du crédit, soit on creuse un découvert. Et le fonctionnement de ce compte est vraiment implacable dans la vraie vie. Les versements créent une réserve de sécurité relationnelle et les retraits nous rapprochent de la banqueroute. T'as un exemple en tête pour qu'on visualise bien? Bien sûr. Prenons une situation familiale hyper courante, la relation avec un adolescent de 15 ans. Oh, terrain miné! Totalement. Imaginons un quotidien où les interactions se limitent uniquement à de la gestion logistique ou disciplinaire. Le matin, c'est dépêche-toi, tu vas rater ton bus. Le soir, c'est as-tu fait tes devoirs, range ta chambre, éteins ton écran. Voilà. Jour après jour, semaine après semaine. Chaque directive imposée, chaque critique, même si elle est totalement justifiée par l'éducation, ça agit comme un retrait direct sur ce compte affectif. Parce qu'il n'y a rien de positif qui vient compenser. Exactement. Si aucune tentative n'est faite en parallèle pour comprendre vraiment cet adolescent, pour partager un moment gratuit, sans enjeu de discipline, le solde diminue irrémédiablement jusqu'à tomber dans le rouge. Et le danger de ce découvert, il devient vraiment terrifiant quand on réfléchit aux conséquences sur le long terme. Ah oui, c'est là que le drame se joue. Parce que le jour où ce même adolescent se retrouve face à un vrai choix de vie crucial, disons une pression immense de son groupe de potes pour essayer des substances pas très légales, ou alors un doute profond sur son orientation scolaire, il ne se tournera pas vers ses parents. Non, la porte sera fermée. Même si ses parents possèdent une expérience de vie inestimable, une vraie sagesse, et qu'ils l'aiment profondément, leurs conseils vont juste rebondir sur un mur. Parce que la communication est bloquée. Et pas parce que les arguments des parents manquent de logique, mais juste parce que le compte affectif est à sec. Le jeune préférera écouter la vie complètement aveugle de ses pairs, simplement parce que son compte affectif avec eux est approvisionné. Il y trouve un sentiment d'appartenance, des dépôts réguliers. C'est fou quand on y pense. Ça me rappelle immédiatement une analogie toute simple, le stress de la batterie du téléphone portable. Ah, j'aime bien cette image, vas-y. Quand la batterie est à 100%, tout est fluide. Tu lances le GPS, tu mets de la musique, tu scrolles, tu ne te poses aucune question. L'insouciance totale. Voilà. Et dans une relation où le compte affectif est plein, c'est cette même fluidité. On a un droit à l'erreur énorme. Si on fait une remarque un peu maladroite, une blague qui tombe à plat ou un petit oubli, l'autre passe l'éponge tout de suite. Parce que la réserve de confiance compense le faux pas. Exactement. Mais par contre, quand la batterie affiche 1% et qu'elle commence à clignoter en rouge vif, là, c'est la panique. C'est l'angoisse absolue. On coupe le Wi-Fi, on baisse la luminosité au minimum, on n'ose plus effleurer l'écran de peur que tout s'éteigne. C'est vrai. Et dans une relation à découvert, c'est pareil. Chaque mot devient une prise de risque monumentale. On marche sur des œufs en permanence. On suranalyse chaque intonation. On se justifie avant même d'avoir fini sa phrase. La moindre étincelle provoque une explosion. C'est une survie relationnelle très fatigante. Le parallèle avec le mode économie d'énergie est super pertinent. Parce qu'à ce stade des 1%, l'énergie mentale nécessaire pour maintenir la relation à flot nous épuise. Alors, la priorité absolue, c'est de recharger la batterie, de réapprovisionner ce compte de toute urgence. Oui, mais c'est précisément là, dans la méthode de dépôt, que se cache un piège hyper insidieux. Lequel ? Eh bien, le versement le plus massif qu'on puisse faire, la devise la plus forte dans cette économie, c'est de comprendre véritablement l'autre individu. Comprendre son point de vue à lui. Voilà. Or, notre ego nous pousse systématiquement à projeter nos propres désirs. On a naturellement tendance à offrir à l'autre ce qui nous ferait plaisir à nous. Ah oui, l'erreur classique du cadeau à côté de la plaque. C'est ça. On peut penser faire un dépôt extraordinaire en offrant un conseil ultra élaboré sur l'organisation personnelle à un collègue, ou en organisant une énorme soirée surprise pour son partenaire.
alors que la personne n'avait rien demandé. Pire que ça, si la personne en face traverse une période de vulnérabilité et qu'elle a simplement besoin d'une présence silencieuse, d'une écoute sans aucun jugement, notre soi-disant grand geste est perçu comme une agression, une invasion. Donc ce qu'on croyait être un énorme dépôt se transforme en fait en un retrait massif. Exactement. Parce que le message implicite qu'on envoie, c'est « je ne te vois pas tel que tu es, je ne vois que ce que je veux que tu sois ». C'est terrible, hein. Et on entend souvent des gens dire « je ne comprends pas, je me sacrifie, je fais tout pour cette personne et elle m'en veut ». C'est le symptôme typique de ce mauvais dépôt. Si un enfant rentre de l'école super frustré par un jeu vidéo et a juste besoin de déverser sa colère pendant 10 minutes, et qu'on lui impose une leçon de morale bien rationnelle sur le fait qu'il y a des choses plus graves dans la vie, Retrait immédiat. c'est ça, la vision de l'adulte a complètement écrasé le besoin de l'enfant d'être entendu. C'est un concept fondamental. Il y a un autre type de versement qui me semble crucial dans ce mécanisme bancaire relationnel, c'est la clarification des attentes. Surtout dans le monde professionnel, mais c'est tout aussi vrai dans un couple, non ? Oh que oui, les attentes non formulées, c'est un poison. Ces fameux contrats invisibles qu'on passe uniquement dans notre propre tête, ce sont de véritables bombes à retardement. Comment ça se manifeste au bureau, par exemple ? C'est la cause de la majorité des conflits d'équipe. Quand on démarre un projet, chacun arrive avec son propre référentiel. Quelqu'un va supposer que son rôle s'arrête à la conception créative. Alors que son collègue s'attend à ce qu'il gère aussi toute la mise en production technique. Voilà. Et quand la désillusion frappe, elle n'est pas vécue comme un simple malentendu d'organisation. Elle est vécue comme une trahison personnelle. Parce que l'attente silencieuse a été brisée. Exactement. Le simple fait de s'asseoir autour d'une table tout au début d'une interaction et d'expliciter de manière presque clinique qui fait quoi, quelles sont les limites, quels sont les objectifs, ça demande un certain courage sur le moment. Ça peut être un peu inconfortable. Mais cet effort, c'est un dépôt. Un dépôt colossal, hein, parce que ça élimine toute la paranoïa liée à l'incertitude. Et bien entendu, une fois ces attentes clarifiées, la tenue rigoureuse des promesses devient le socle pour maintenir le solde du compte. Tenir ses promesses, c'est un peu l'évidence. Mais s'il y a bien un concept dans toute cette exploration qui m'a complètement retourné le cerveau, c'est celui de la loyauté envers les absents. Ah, ce point est magistral. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter là-dessus. Je vais même me faire l'avocate du diable. Vas-y. La scène est universelle, hein. On est à la machine à café, ou on prend un verre après le travail entre collègues, et là, quelqu'un lance une pique très bien sentie, un peu moqueuse, sur le patron ou sur un membre de l'équipe qui n'est pas là. Du pur ragot de bureau. C'est ça. Et la dynamique sociale, c'est presque un réflexe de survie en groupe, nous pousse naturellement à acquiescer, voire à en rajouter une petite couche pour faire rire l'assemblée. Pour s'intégrer, oui. On a vraiment l'impression que c'est le ciment des relations, ce genre de moment. Ne pas participer, refuser d'entrer dans la danse, c'est le meilleur moyen de s'isoler socialement, non ? On passe vite pour le rabat-joie de service. Et puis ce petit moment de médisance, ça donne un sentiment d'alliance immédiat avec la personne présente. Sauf que ce sentiment d'alliance, c'est l'une des illusions psychologiques les plus puissantes et les plus dangereuses qui soient. C'est un mirageux. C'est de la fausse monnaie relationnelle. Sur l'instant, c'est vrai, le rire partagé autour de la critique d'un absent génère une petite décharge de dopamine. On se sent bien, intégré au clan, on trace une ligne claire entre nous et eux. On se sent en sécurité. En apparence. Mais si on analyse le mécanisme avec un tout petit peu de recul, l'effet produit sur la confiance profonde est juste catastrophique. Parce qu'il y a un calcul mental inconscient, fulgurant, qui s'opère dans l'esprit de la personne avec qui on est en train de médire. Ah, je vois très bien, le fameux calcul immédiat. C'est ça. L'interlocuteur se dit « Attends, s'il est capable de tailler un costume sur mesure à notre collègue avec autant de facilité dès qu'il a le dos tourné, que diras-tu de moi la minute exacte où je quitterai cette pièce ?» C'est imparable. Et à ces moments précis, l'illusion de proximité se dissipe totalement pour laisser la place à une méfiance structurelle profonde. Donc le dépôt qu'on croyait faire avec la personne présente est en fait un découvert monumental. Absolument. La règle d'or de l'intégrité interdépendante, c'est que la conquête de la confiance des personnes présentes exige la défense acharnée des personnes absentes. C'est hyper exigeant en fait. C'est un test de caractère permanent. Quand quelqu'un lance une rumeur, il faut oser répondre avec calme, un truc du genre « je pense que cette personne a eu des circonstances atténuantes sur ce dossier et ce serait plus constructif d'en discuter directement avec elle ». Ouch, ça jette un froid glacial à la machine à café. La friction sociale est immédiate, c'est sûr. L'interlocuteur, qui est privé de sa petite connivence toxique, peut même se sentir un peu rejeté sur le moment. Et ça, c'est le prix à payer.
Oui, mais le bénéfice à long terme est juste incalculable, parce que cette même personne qui a été recadrée saura avec une certitude absolue que vous êtes doté d'une loyauté à toute épreuve. Elle saura qu'on la défendra de la même manière si elle n'est pas là. Exactement. Elle saura que vous opposerez le même bouclier d'intégrité si quelqu'un tentait de la salir en son absence. L'intégrité, ça ne consiste pas à être loyal uniquement envers une personne spécifique parce qu'on l'aime bien. C'est appliquer des principes de respect uniformes, que les gens soient dans la pièce ou non. C'est la base d'une confiance inébranlable. C'est vertigineux de réaliser à quel point ces petites dynamiques de couloir dictent la santé réelle d'une organisation, ou même d'un groupe d'amis. Et cette façon d'envisager les relations nous oblige vraiment à changer de lunettes. À adopter un nouveau paradigme, oui. Surtout face aux conflits et aux frictions de tous les jours. Ça nous ramène à un principe redoutable qu'on a déjà effleuré. Cet équilibre très précaire entre la production et la capacité de production. L'histoire de la poule aux œufs d'or, mais appliquée à la psychologie humaine. C'est la clé de voûte de l'interdépendance. On est tellement obsédé, surtout en entreprise, par la production pure. Les résultats trimestriels, les projets livrés en avance ou, à la maison, les chambres impeccablement rangées. Bref, les fameux œufs d'or. C'est ça, on veut l'œuf d'or tout de suite. Et c'est normal, la pression sociétale et économique nous conditionne à vénérer ces œufs d'or. Le système récompense le résultat immédiat, ce qui est visible et mesurable. Mais dans cette course complètement effrénée, l'humain, que ce soit un employé, un partenaire de vie ou un enfant, finit par être perçu exclusivement au travers du prisme de son utilité. Il devient une machine à produire l'œuf. Pire, un simple moyen de production, ou parfois même un obstacle à l'obtention de cet œuf d'or. Et c'est comme ça qu'on finit par étrangler la poule. On détruit la capacité de production. Voilà. On sacrifie la relation, le bien-être et la motivation profonde de la personne, tout ça sur l'autel de l'urgence du résultat. Et une fois la relation brisée, la source même de la production est tarie, terminée. C'est tellement vrai. Et c'est ici qu'intervient, à mon sens, le changement de perspective le plus radical de toute cette réflexion. Comment tu le décrirais ? Eh bien, si on intègre vraiment cette mécanique dans notre esprit, la notion même de problème disparaît pour se métamorphoser. Imaginons la scène classique, le soir à la maison, il est 21h, on est vidé après une longue journée, et là, un enfant fait une crise monumentale en refusant d'aller se coucher. L'horreur classique. Ou alors, autre scénario, c'est la veille d'une date butoir hyper importante au bureau, et un collaborateur clé perd ses moyens et bloque tout le processus. Le stress à l'état pur. Dans ces moments-là, notre cerveau reptilien, qui est programmé par cette obsession du résultat rapide, crie à l'injustice. On perçoit cette crise comme une agression directe contre notre précieux emploi du temps, comme une épine dans le pied. Un obstacle qu'il faut écraser pour avancer. Exactement. Mais si on chausse ces fameuses nouvelles lunettes de l'interdépendance, la situation s'inverse de manière spectaculaire. Cet enfant qui hurle ou ce collègue en détresse, ce n'est plus un obstacle. Non, ça devient quoi ? Ça devient une opportunité inespérée, presque un cadeau déguisé pour augmenter drastiquement nos capacités de production. C'est l'occasion en or de faire un dépôt massif et durable sur leur compte affectif. Et cette redéfinition du problème, c'est le cœur de l'alchimie relationnelle. C'est brillant. Au lieu de céder à l'impulsion de l'autorité de hausser le ton ou d'exercer une pression psychologique pour forcer le résultat, eh bien, on décide consciemment de s'arrêter. On met la production sur pause. Voilà. On cesse de regarder la montre pour regarder la personne. L'enfant en pleine crise de larmes n'est plus analysé comme un perturbateur qu'il faut neutraliser, mais comme un individu submergé qui appelle à l'aide. D'une manière hyper maladroite, certes. Oui, le comportement est désagréable, mais le besoin est réel. Exactement. Et en s'asseyant à côté de lui, en décodant la frustration sous-jacente sans aucun jugement, on ne résout pas seulement le conflit immédiat du soir, on pose une brique indestructible dans l'édifice de la confiance mutuelle. On vient de faire un énorme dépôt. Un dépôt gigantesque. L'individu se sent validé, respecté dans son existence même. En investissant ce temps qui semblait être du temps perdu, on vient de nourrir et de soigner la poule aux œufs d'or, ce qui garantit une coopération beaucoup plus riche pour l'avenir. Bon, je suis la première à dire que le concept est intellectuellement brillant, Mais je dois admettre que ça me semble presque utopique par moments. Dans le confort de notre studio, en théorie, c'est splendide. Mais dans la chaleur de l'action, c'est sûr que c'est une autre paire de manches. quand la fatigue te brouille la vision, quand l'enjeu financier d'un contrat est colossal, ou quand les hurlements d'un enfant résonnent dans tout le salon, notre niveau de patience est proche de zéro absolu.
Demander à quelqu'un de ravaler son impatience, de ne pas utiliser la force hiérarchique ou parentale pour régler le problème vite fait, bien fait, et de s'asseoir pour faire preuve d'empathie à ce moment très précis, ça réclame un effort surhumain. C'est la difficulté majeure. Et c'est pour ça qu'on insistait tellement, au tout début, sur le fait que l'interdépendance véritable est un terrain réservé à ceux qui ont d'abord conquis leur propre indépendance intérieure. La maîtrise de soi avant la maîtrise de la relation. Tout à fait. Face à la crise, à la fatigue et à la pression, il n'y a pas de baguette magique. Il faut mobiliser cette capacité fondamentale qu'on a en nous pour créer un espace, aussi infime soit-il, entre le stimulus, le cri, le retard, et notre réponse. Prendre cette fameuse respiration mentale. Voilà. C'est dans cette fraction de seconde de lucidité que réside notre vraie liberté. La liberté de choisir l'investissement relationnel plutôt que de céder à la dictature du résultat immédiat. C'est un choix conscient, quoi qu'il arrive. Toujours. Et c'est accepter un paradoxe puissant. Prendre le temps de se connecter, de décrypter les émotions et de rassurer, c'est en réalité le chemin le plus rapide vers une efficacité durable. Alors que l'impatience ne fait que repousser le problème. Exactement. Les raccourcis autoritaires, ce sont des petites victoires de court terme qui sèment inévitablement les graines d'une défaite certaine à long terme. L'intégrité et la patience face à la complexité de l'autre, ce sont les uniques véhicules capables de nous mener vers ce qu'on appelle la synergie. C'est fort, parce que tout ça remet profondément en question la façon dont on mène nos vies au quotidien. On passe nos journées à naviguer un peu à l'aveugle dans ce réseau infini de comptes affectifs. Sans même s'en rendre compte la plupart du temps. C'est clair. Chacun de nous jongle avec les soldes émotionnels de ses collègues, de ses amis, de sa famille. Parfois, on dépose, mais très souvent, on retire sans même s'en apercevoir, juste parce qu'on est aveuglé par nos propres urgences du moment. Mais l'impact invisible de ces petits retraits s'accumule. Alors il me semble que l'exercice le plus puissant que puisse faire quelqu'un qui écoute notre exploration en ce moment, c'est de procéder à un audit mental silencieux, Un audit des comptes affectifs, très bonne idée. de choisir mentalement, là, tout de suite, 3 personnes clés dans son entourage professionnel ou personnel, et de regarder la vérité en face. Quel est l'état réel du compte avec elle? Voilà. Est-ce qu'on est dans le rouge vif à cause d'une accumulation de petites critiques mesquines et d'attentes qu'on n'a jamais formulées clairement? Ou est-ce qu'on a réussi à construire une réserve solide en cultivant la loyauté, même quand elle n'était pas là, et en pratiquant l'écoute profonde? Et je dirais que cet audit personnel, c'est le point de départ incontournable. Prendre conscience de ces mécanismes, de la fragilité et en même temps de la puissance incroyable de la confiance, c'est ce qui permet de construire la rampe de lancement vers des sphères d'interaction bien supérieures. C'est la base pour aller plus haut. Parce que tant que l'on passe toute son énergie à gérer des découverts affectifs, à réparer des égos froissés en permanence, ou à se méfier des coups bas à la machine à café, eh bien il est rigoureusement impossible d'accéder à l'étape suivante. L'étape de la véritable recherche d'un bénéfice mutuel. Absolument. On ne peut pas élaborer des solutions où chaque partie sort grandie, le célèbre paradigme du gagnant-gagnant, si on est barricadé derrière un énorme bouclier de méfiance. C'est logique. Il n'y a pas d'espace pour la créativité dans l'Apple. C'est en renflouant ses comptes en banque émotionnels et en traitant chaque problème du quotidien comme une opportunité unique de consolider la relation que l'on passe enfin d'une logique de gestion de crise permanente à une logique de création pure. On bascule de la simple survie relationnelle à la création de vraies valeurs humaines. Restaurer ses comptes, faire l'effort de comprendre profondément l'autre au lieu de juste projeter nos envies. Avoir le courage de défendre ceux qui sont absents au risque de déplaire sur le moment. Tout un programme. C'est bâtir une architecture de confiance qui résistera absolument à toutes les tempêtes. Et c'est en maîtrisant ces lois silencieuses de l'interdépendance que l'on se prépare enfin à viser des victoires véritablement partagées. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.